Chapitre 3. Quand la CIA renversait le gouvernement iranien. 1953. L'histoire n'a pas retenu le nom de Kermit Roosevelt, à la différence de son grand-père Theodore et de son oncle Franklin, qui tous deux furent présidents des États-Unis. L'histoire a sans doute tort, car ce Roosevelt-là fut un personnage clé des relations entre États-Unis et Moyen-Orient pendant la guerre froide. Homme clé de la CIA, avant de rejoindre l'industrie pétrolière, intime de bien des princes arabes, Kermit a tiré nombre de ficelles dans le grand jeu moyen-oriental. En 1952, il contribue discrètement au renversement du roi Farouk d'Égypte par une junte militaire, dont émergera vite le nationaliste Nasser. Ce dernier, à ses débuts, accepte volontiers les fonds américains et les conseils de Kermit avant de s'élever contre les puissances occidentales. Mais c'est en Iran que Roosevelt réalise ce qui passe pour son coup de maître, en 1953. À l'époque, l'Iran est placé sous la férule hésitante du jeune Shah Reza Pahlavi, qui a été porté au pouvoir par les Alliés pendant la guerre, en remplacement de son père pro-allemand. La Grande-Bretagne exerce alors un contrôle total de l'exploitation pétrolière dans la région sud du pays, à travers l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Celle-ci paye les salaires des employés, la location des terrains et des taxes, mais l'essentiel du revenu pétrolier rentre dans ses caisses. Elle touche environ 10 fois ce qu'elle paye aux Iraniens. Dès 1948, un groupe de spéculateurs américains, Overseas Consultants, s'est intéressé à l'Iran et au potentiel inexploité de la région sud. De manière fort intéressante, leur conseil juridique est à l'époque Allen Dulles, encore membre du cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, futur patron de la CIA. Au début des années 1950, les mouvements nationalistes iraniens contestent au sein du Parlement la répartition de la manne pétrolière, et le Premier ministre pro-britannique finit par être exécuté le 7 mars 1951. Il est remplacé par le leader nationaliste Mohammad Mossadegh, qui nationalise l'AOIC. Les Anglais, furieux, essaient alors de le déstabiliser et provoquent un embargo sur les exportations de pétrole, qui prive le pays de ressources. Pro-occidental, le Shah renvoie Mossadegh, mais le Parlement le réélit aussitôt. Considérablement affaibli par la Seconde Guerre mondiale et dirigé par un leader charismatique mais vieillissant, en la personne de Winston Churchill, la Grande-Bretagne a bien conscience qu'elle ne dominera pas seule la situation et fait appel à son allié américain. Eisenhower, fraîchement élu, se montre plus favorable que son prédécesseur à une action clandestine pour renverser Mossadegh, non aligné, donc suspect de sympathie communiste. Le projet Ajax, élaboré par la CIA, prévoit un renversement quasi légal de Mossadegh par une manipulation de l'opinion publique et du Parlement. Lorsque le mécontentement envers Mossadegh arriverait à son point culminant, le Shah devrait renvoyer son Premier ministre, et sa décision serait aussitôt renforcée par des manifestations de rue spontanées. Mossadegh serait ensuite remplacé par un général pro-occidental. En réalité, rien ne se passe vraiment comme prévu. Le Shah se montre extrêmement timoré et anxieux. Il tergiverse longtemps avant d'accepter le plan malgré les assurances de l'émissaire américain. Pour l'anecdote, il s'agit du général Norman Schwarzkopf, père du commandant en chef des forces américaines pendant la Première Guerre du Golfe en 1991. De son côté, Mossadegh aggrave son cas en ouvrant des pourparlers commerciaux avec les Soviétiques pour compenser l'embargo britannique, ce qui fait clairement de lui un pro-communiste aux yeux du gouvernement américain. À Téhéran, les hommes de main iraniens de Kermit Roosevelt restent les bras croisés le jour du début programmé de l'opération
et demande 5 millions de dollars pour exécuter le plan. Il faut les réclamer en urgence au siège de la CIA. Pendant ce temps, Mossadegh a vent du complot et organise sa riposte en mobilisant ses partisans. De son côté, après avoir renvoyé son premier ministre, le Shah s'enfuit courageusement en Italie, où il tombe nez à nez dans un hôtel romain avec Allen Dulles. Après plusieurs jours d'émeutes et de contre-émeutes à Téhéran, la CIA décide d'arrêter les frais, considérant que l'opération est un échec. Mais sur place, Kermit Roosevelt parvient à mobiliser suffisamment d'émeutiers grassement payés et de fractions de l'armée pour renverser la vapeur. Le document qui suit minore quelque peu ces cafouillages. Cependant, il constitue une source incomparable, car il s'agit d'une histoire officielle rédigée à chaud après les événements par le service historique de la CIA, à usage interne, à l'aide des archives et témoignages des acteurs. Longtemps tenu secret, il permet d'analyser le tournant majeur que fut le coup d'État de 1953, ainsi que ses répercussions. C'est la première fois que les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme, et en contradiction avec leur politique, choisissent de renverser directement et quasi ouvertement le gouvernement légitime d'un pays étranger, influant radicalement son histoire. À Washington, l'opération Ajax est perçue comme un grand succès qui donne à la CIA une réputation d'invincibilité et l'envie de recommencer en d'autres points chauds du globe. À peine rentré au QG de la CIA pour y recevoir honneurs et médailles, Kermit Roosevelt se voit proposer par Allen Dulles une nouvelle mission: organiser un coup d'État en Amérique centrale, le premier d'une longue série. En Iran, le régime pro-occidental du Shah va désormais régner jusqu'en 1979, avec l'aide économique et militaire américaine, et une police secrète impitoyable, de plus en plus honnie par son opinion publique. Bien entendu, l'exploitation pétrolière sera désormais partagée entre Britanniques et Américains. Rassuré par la tournure des événements, le Shah rentre d'Italie et organise une grande parade dans les rues de Téhéran. Dans la foule, un homme de 51 ans au regard sévère le dévisage fixement: l'ayatollah Khomeini. CIA, historique des services secrets numéro 208. Histoire des services secrets. Renversement de Mossadegh, Premier ministre d'Iran, novembre 1952, août 1953. Écrit en mars 1954 par le Dr Donald N. Wilber. Note de l'historien. Ce document intitulé « Renversement de Mossadegh, Premier ministre d'Iran » a été rédigé en mars 1954 par le Dr Donald N. Wilber, qui a joué un rôle actif dans l'opération. Cette étude a été écrite car il semblait souhaitable de dresser le compte-rendu de cette opération majeure pendant qu'on pouvait encore se procurer facilement les documents et que l'affaire était encore fraîche dans la mémoire du personnel impliqué. En outre, on sentit qu'il était conseillé de faire ressortir certaines des conclusions auxquelles on était arrivé après que l'opération avait été terminée, et de les mettre en application sous la forme de recommandations pour des opérations similaires dans le futur. Les documents relatifs à l'opération décrite ici sont dans les dossiers de projet TP Ajax, qui sont conservés par la section concernant l'Iran de la division du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. Tous les noms propres mentionnés dans ce document ont été vérifiés dans un souci d'exactitude et d'exhaustivité. Nous nous sommes efforcés de fournir le prénom et l'initiale du deuxième prénom de chaque individu. Leur omission indique que ces informations n'étaient pas accessibles. Dean Dodge, Division du Proche-Orient, officier historien, mars 1969. La version secrète de la CIA de l'histoire du coup d'État de 1953 en Iran était un document de presque 200 pages,
qui comprenait un compte-rendu de l'opération par l'auteur lui-même, ainsi qu'une série de documents concernant l'organisation de l'opération qu'il y avait rattachée. Résumé. À la fin de l'année 1952, il fut clair que le gouvernement mossadais en Iran était incapable de conclure un accord concernant le pétrole avec les pays occidentaux concernés, que l'état de ses finances en était à un stade dangereusement déficitaire et illégal, qu'il passait outre la constitution iranienne en maintenant en poste le premier ministre Mohammad Mossadegh, qu'il était principalement motivé par la soif de pouvoir de Mossadegh, que sa politique était irresponsable et fondée sur l'affect, qu'il avait affaibli le Shah et l'armée iranienne de façon dangereuse, et qu'il avait coopéré de près avec le Tudeh, le parti communiste iranien. Au vu de ces facteurs, il fut estimé que l'Iran était réellement en danger, menaçant de passer dans le bloc de l'Est. Si cela devait se produire, cela entraînerait une victoire pour les Soviéts dans la guerre froide et un échec sérieux pour l'Occident au Moyen-Orient. Aucune mesure de redressement autre que le plan d'action clandestine exposé plus bas ne fut trouvée afin d'améliorer la situation. Le but du projet TP-Ajax était de provoquer la chute du gouvernement Mossadegh, de rétablir le prestige et le pouvoir du Shah, et de remplacer le gouvernement Mossadegh par un autre qui gouvernerait l'Iran suivant une politique forcée. Plus précisément, le but était de porter au pouvoir un gouvernement qui conclurait un accord équitable sur le pétrole, ce qui permettrait à l'Iran de devenir stable sur le plan économique et solvable sur le plan financier, et qui combattrait de façon vigoureuse le puissant et dangereux parti communiste. Une fois qu'il a été établi de façon définitive qu'il n'était pas dans les intérêts américains que le gouvernement Mossadegh reste au pouvoir, et que la CIA en a été informée par le secrétaire d'État en mars 1953, la CIA a commencé à élaborer un plan qui permettrait d'atteindre les buts cités plus haut à travers des actions clandestines. Une estimation intitulée « Les facteurs en jeu dans le renversement de Mossadegh » fut terminée le 16 avril 1953. Il y était dit que le renversement de Mossadegh était possible par des actions clandestines. En avril, il fut convenu que la CIA devait diriger l'opération envisagée conjointement avec les services secrets britanniques, SIS. À la fin du mois d'avril, il fut décidé que la CIA et les agents du SIS établiraient un plan à Chypre qui serait ensuite soumis à l'approbation des quartiers généraux de la CIA et du SIS, puis du département d'État et du ministère des Affaires étrangères britannique. Le 3 juin 1953, l'ambassadeur des États-Unis en Iran, Lloyd Wesley Henderson, arriva aux États-Unis où il fut longuement consulté à propos de l'objectif et des buts de l'opération tels qu'ils sont cités plus haut, et à propos de l'intention de la CIA d'élaborer des moyens clandestins afin d'atteindre cet objectif. Ce plan fut achevé le 10 juin 1953, quand M. Kermit Roosevelt, chef de la division de la CIA pour le Proche-Orient et l'Afrique, qui exprimait les vues du département d'État de la CIA et de l'ambassadeur Henderson, M. Roger Goiran, chef de section de la CIA en Iran, ainsi que 2 agents de planification de la CIA, se rencontrèrent à Beyrouth pour examiner ce plan. La proposition d'opération, après quelques changements mineurs, fut soumise au SIS à Londres le 14 juin 1953. Le 19 juin 1953, le plan définitif de l'opération, accepté par M. Roosevelt pour le compte de la CIA et par les services de renseignement britanniques à Londres, fut soumis à l'approbation du département d'État à Washington, de M. Allen W. Dulles, directeur de la CIA, et de l'ambassadeur Henderson. Au même moment, il était soumis par le SIS à l'approbation du ministère des Affaires étrangères britannique. Le département d'État voulait s'assurer de 2 choses avant de donner son accord pour le plan.
que le gouvernement des États-Unis était capable de fournir les subventions adéquates au prochain gouvernement iranien, de façon à ce qu'un tel gouvernement puisse perdurer jusqu'à ce qu'un accord sur le pétrole soit conclu, que le gouvernement britannique fasse connaître par écrit, afin de satisfaire le département d'État, son intention de conclure rapidement un accord sur le pétrole avec le prochain gouvernement iranien, dans un esprit de bonne volonté et d'équité. Satisfaction fut donnée au département d'État sur ces deux sujets. À la mi-juillet 1953, le département d'État et le ministère des Affaires étrangères britanniques autorisèrent l'exécution du projet TP Ajax, et le directeur de la CIA obtint l'accord du président des États-Unis. Le SIS, avec l'accord du directeur de la CIA et de l'ambassadeur Henderson, proposa que M. Roosevelt assume le commandement sur le terrain, à Téhéran, des phases finales de l'opération. Le département d'État décida qu'il serait préférable pour l'ambassadeur Henderson de reporter son retour en Iran après avoir été consulté à Washington jusqu'à la fin de l'opération. Des arrangements furent trouvés conjointement avec le SIS qui prévoyait que la liaison des opérations serait effectuée à Chypre, où un agent de la CIA serait temporairement stationné, et que la liaison de l'aide serait effectuée à Washington. 3 voies de communication rapide furent organisées entre Téhéran, Chypre et Washington grâce à des équipements fournis par la CIA. L'opération devait commencer à la mi-août. En Iran, les agents chargés de la propagande de la CIA et du SIS devaient mener une campagne de propagande de plus en plus intense par le biais de la presse, de la distribution de prospectus et avec l'aide du clergé de Téhéran. Campagne destinée à affaiblir par tous les moyens possibles le gouvernement mossadais. Aux États-Unis, des officiels de haut rang durent faire des déclarations officielles dans le but de détruire tous les espoirs du Premier ministre mossadais sur l'imminente aide économique américaine, lesquels détromperaient le public iranien du mythe qu'entretenait Mossadegh selon lequel les États-Unis soutenaient son régime. Le général Fazlollah Zahedi, un ancien membre du cabinet de Mossadegh, fut choisi comme le successeur le plus approprié du Premier ministre, puisqu'il était la seule personne de pouvoir à s'être ouvertement et invariablement opposé à Mossadegh et à avoir réclamé des changements significatifs. Zahedi devait être abordé par la CIA et mis au courant de notre opération qui visait à l'installer en tant que Premier ministre. Il devait nommer un secrétariat militaire avec lequel la CIA conclurait un plan d'action détaillé. Dès le début, la coopération du Shah fut considérée comme une partie essentielle du plan. Sa coopération était nécessaire pour assurer l'action exigée de la part des garnisons militaires de Téhéran et pour rendre légale la succession du Premier ministre. Étant donné que le Shah s'était révélé être un homme indécis, il fut décidé que la pression exercée sur lui afin qu'il coopère prendrait les formes suivantes. La dynamique et convaincante sœur jumelle du Shah, la princesse Ashraf Pahlavi, devait venir d'Europe afin d'inciter le Shah à destituer Mossadegh. Elle dirait qu'elle avait été en contact avec des officiels américains et britanniques qui lui avaient demandé d'agir de la sorte. On arrangea une visite en Iran du général H. Norman Schwarzkopf, ancien dirigeant de la mission américaine Gendarme, que le Shah appréciait et respectait. Schwarzkopf devait lui expliquer le projet envisagé et amener le Shah à signer des firmans, décrets royaux, qui destitueraient Mossadegh, nommeraient Zahedi à sa place et appelleraient l'armée à rester fidèle à la couronne. Le principal agent britannique indigène, dont la bonne foi avait été établie en présence du Shah, devait appuyer le message de Schwarzkopf et assurer le Shah qu'il s'agissait d'une action conjointe des Américains et des Britanniques. À défaut de résultat, M. Roosevelt, qui représentait le président des États-Unis, insisterait pour que le Shah signe les firmans mentionnés plus haut.
À leur réception, les firmants seraient cédés par la CIA à Zaidi le jour prévu dans le plan. Le jour J, le Shah serait quelque part à l'extérieur de Téhéran, de façon à ce que Zaidi, armé des décrets royaux et avec une aide militaire, puisse renverser le gouvernement sans craindre que le Shah change d'avis, et de façon à éviter toute atteinte à la vie du Shah. Par le biais d'agents faisant partie des forces armées de Téhéran, la CIA devait s'assurer, dans la mesure du possible, de la coopération de l'armée pour soutenir le nouveau Premier ministre nommé par le Shah. Les déclarations suivantes, prononcées en public aux États-Unis, eurent un impact énorme sur l'Iran et sur Mossadegh, et participèrent de façon capitale à la chute de ce dernier. La publication, le 9 juillet 1953, d'une lettre du président Eisenhower adressée à Mossadegh fit comprendre qu'il n'y aurait pas d'augmentation de l'aide apportée à l'Iran. Dans sa conférence de presse du 28 juillet 1953, le secrétaire d'État fit la déclaration suivante. Les activités de plus en plus nombreuses du Parti communiste en Iran, qui est illégal, et le fait que le gouvernement iranien les tolère, ont provoqué certaines inquiétudes de la part de notre gouvernement. Cette évolution rend plus difficile l'octroi d'aide à l'Iran. Le discours du président lors de la convention des gouverneurs à Seattle, dans lequel il déclara que les États-Unis ne resteraient pas sans rien faire à regarder des pays d'Asie tomber dans le bloc communiste, eut un effet décisif. Avec le concours du département d'État, la CIA fit paraître plusieurs articles dans les principaux journaux et magazines américains qui, lorsqu'ils ont été reproduits en Iran, eurent l'effet psychologique escompté et participèrent à la guerre des nerfs engagée contre Mossadegh. Après d'importantes pressions exercées par la princesse Ashraf et le général Schwarzkopf, et après plusieurs réunions avec M. Roosevelt, le Shah finit par signer les décrets requis le 15 août 1953. Il avait été prévu d'agir le 16 août. Toutefois, en raison d'une fuite concernant la sécurité au sein de l'armée iranienne, le garde du corps en chef du Shah, qui était chargé de s'emparer de Mossadegh avec l'aide de soldats, de camions pro-Shah, fut submergé par des forces armées supérieures en nombre, toujours fidèles au Shah. Ce jour-là, le déroulement du plan d'action militaire fut donc contrarié. Quand il sut que le plan avait raté, le Shah s'enfuit à Bagdad. Ce n'était qu'une mesure de prudence. Elle avait été en partie envisagée dans le plan. Zaidi resta caché sous la garde de la CIA. Avec l'aide de ses principaux officiers, il échappa aux forces chargées de la sécurité de Mossadegh qui cherchaient à appréhender les principaux éléments de l'opposition. Tôt dans l'après-midi du 17 août 1953, l'ambassadeur Henderson retourna à Téhéran. Le général Zaidi, grâce à une conférence de presse secrète organisée par la CIA, et grâce aux moyens dont disposait la CIA pour imprimer clandestinement, annonça qu'il était légalement Premier ministre et que Mossadegh avait organisé un coup d'État illégal contre lui. Les agents de la CIA disséminèrent une grande quantité de photos des décrets qui nommaient Zaidi Premier ministre et qui destituaient Mossadegh. Cela eut un impact considérable sur les habitants de Téhéran, qui avaient déjà été choqués et fâchés quand ils avaient réalisé que le Shah avait été forcé de quitter l'Iran à cause des activités de Mossadegh. L'ambassadeur des États-Unis à Bagdad, Burton Y. Berry, entra en contact avec le Shah et déclara qu'il avait bon espoir que le Shah retourne bientôt en Iran, malgré la situation défavorable du moment. On prit aussi contact avec le Shah à Rome, après qu'il eut fui là-bas, quittant Bagdad. M. Roosevelt et la section reportaient sans cesse que la victoire apparente de Mossadegh était trompeuse, qu'il y avait des signes très concrets de la loyauté de l'armée envers le Shah, et qu'un renversement positif de la situation était possible.
La section incita en outre le ministère des Affaires étrangères britannique et le département d'État à faire tous les efforts possibles pour que le Shah fasse une déclaration publique encourageant l'armée et le peuple à rejeter Mossadegh et à accepter Zaidi en tant que Premier ministre. Le 19 août 1953, une manifestation en faveur du Shah qui était partie du quartier du Bazar prit une ampleur considérable. La manifestation sembla avoir commencé de façon plus ou moins spontanée et visait à démontrer le prestige fondamental du Shah et l'inquiétude du public face à l'avancée républicaine non dissimulée des communistes et de certains membres du National Front. Des membres de la section spécialisée dans l'action politique participèrent aussi à lancer les manifestations en faveur du Shah. L'armée rejoignit vite le mouvement pro-Shah et, à midi ce jour-là, il fut clair que Téhéran, ainsi que certaines régions de province, étaient tombées sous le contrôle de gangs de rue et d'unités de l'armée pro-Shah. La situation était telle que le plan d'action militaire cité plus haut put alors être mis à exécution. Quand la section lui donna le signal, Zaidi sortit de sa cachette pour diriger le mouvement. Il commença par s'exprimer à la radio et annonça qu'il était dorénavant à la tête du gouvernement. Les bureaux de l'état-major furent saisis, la maison de Mossadegh fut pillée, des politiciens et des officiers fidèles à Mossadegh furent arrêtés. Au soir du 19 août, le pays était sous le contrôle de son premier ministre Zaidi, et les membres du gouvernement Mossadegh étaient tous soit en fuite, soit incarcérés. Le Shah retourna peu après en Iran, où il reçut un accueil enthousiaste de la population. Le Shah fut très touché par le fait que son peuple et son armée, dans l'adversité, se soient révoltés contre le vindicatif Mossadegh et contre le parti communiste, qui a momentanément frisé la victoire et qui prévoyait clairement de proclamer la République d'Iran. Le Shah sentit pour la première fois qu'il avait été mandaté par son peuple, et il revint déterminé à regagner fermement le contrôle de l'armée. Avant que les États-Unis ne puissent fournir d'aide à grande échelle, et afin de donner immédiatement à Zaidi une aide financière dont il avait fort besoin pour pouvoir s'acquitter des masses salariales à la fin du mois, la CIA débloqua secrètement $5 millions dans les 2 jours qui suivirent la prise de pouvoir de Zaidi.